4 juin 1943. Railroad Street, Mexia, Texas. Le crayon trembla légèrement tandis qu'une Affitzia Burkhardt écrivait dans son journal caché, enregistrant des mots qui lui auraient valu l'isolement cellulaire s'ils avaient été découverts par ses propres officiers. Les Américains doivent nous mentir. Aucune nation ne pourrait posséder une telle abondance tout en menant une guerre sur deux fronts. Par la fenêtre du train, il venait d'assister à quelque chose qui contredisait 3 années de propagande nazie. Des lumières électriques brillaient dans chaque ferme, à chaque coin de rue, dans chaque vitrine. Une constellation infinie d'électricité s'étendant à travers les plaines du Texas à 22 heures. En Allemagne, la réglementation du blackout plongeait le Reich dans l'obscurité depuis 1940. Même avant la guerre, l'électrification rurale atteignait à peine 20% des exploitations agricoles allemandes. Pourtant, ici, dans ce que la propagande nazie avait décrit comme une Amérique décadente et effondrée, l'électricité coulait à flot. 1850 vétérans de l'Africa Korps d'Irouin RML ont quitté le train de voyageurs. Pas de wagons à bestiaux, pas de wagons de marchandises, mais des autocars Pullman rembourrés avec service de restauration et lit-couchette. Toute la population de Mexia était venue assister à leur arrivée. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ce moment déclencherait la transformation psychologique la plus profonde de l'histoire moderne de l'Amérique, une démolition systématique de l'idéologie nazie par la simple démonstration de la capacité industrielle américaine. Les mathématiques de la victoire alliée n'étaient pas écrites dans des plans de bataille, mais dans des statistiques de production qui allaient bientôt briser toutes les hypothèses que ces soldats avaient sur leurs ennemis, leur patrie et leur cause. L'effondrement avait commencé le 13 mai 1943 en Tunisie. Le général Jürgen von Arnim, le remplaçant de Ramel, se rendit avec environ 250 000 à 275 000 soldats allemands et italiens. Les chiffres variaient à mesure que les unités dispersées continuaient à se rendre pendant plusieurs jours. Les combattants du désert les plus expérimentés du Wehrmacht, les hommes qui avaient repoussé les Britanniques en Égypte et qui avaient gagné le respect à contre-cœur de Montgomery lui-même, furent soudainement prisonniers. Parmi eux se trouvait Edmond Friedrich Radka, titulaire de la Croix de fer de première classe, vétéran de la campagne de France, blessé 2 fois en Afrique du Nord. Son journal, découvert des décennies plus tard dans les archives nationales, fournirait aux historiens le récit le plus détaillé de l'impact psychologique de la captivité américaine sur les soldats allemands. Le voyage de la défaite à la révélation a commencé dans le port d'Oruran, en Algérie. Alors que Radke et 30 000 autres PS attendaient dans des camps de fortune les navires de transport, l'efficacité américaine commençait déjà à briser leurs idées préconçues. L'armée américaine traitait quotidiennement des milliers de prisonniers avec une précision organisationnelle qui dépassait tout ce que la Wehrmacht avait réalisé, même au sommet de sa puissance. Cartes d'identité photographiées et classées. Examens médicaux terminés, vaccinations administrées, droit de la Convention de Genève expliqué dans un allemand courant par des officiers américains spécialement formés pour ce moment. Mais le premier véritable choc est venu avec la nourriture. L'Oberreiter Hans Muet, capturé avec la 21e division Pensée, écrivit à sa mère 8 mois plus tard. Dans la cage d'Oruran, pendant que nous attendions les navires, les Américains nous ont mieux nourris que ce que nous avions mangé en 6 mois de guerre dans le désert. Pain blanc, vrai café, viande 2 fois par jour. Nous pensions que c'était de la propagande, qu'ils essayaient de nous impressionner. Nous n'avions pas réalisé qu'il s'agissait de leur ration militaire standard. Les navires Liberty qui les transporteraient à travers l'Atlantique étaient eux-mêmes des monuments de la capacité industrielle américaine. Le SS Robert E. Peary avait été construit en 4 jours, 15h29 au chantier naval Kaiser à Richmond, en Californie. Un fait qui aurait été qualifié de propagande impossible si les Allemands l'avaient su. Ces navires, produits au rythme de 3 par jour au plus fort de la production, revenaient du ravitaillement du théâtre européen. Plutôt que de repartir à vide, ils transportèrent jusqu'à 30 000 PSW par mois à l'été 1943. La traversée de l'Atlantique de 2 semaines en juillet 1943 marqua la 2e phase de démolition psychologique. Feldkurt Zimmermann, de la 90e division légère, a tenu un récit détaillé qui a survécu dans des lettres adressées à sa famille après son rapatriement. L'équipage du navire, a-t-il noté, éliminait chaque jour plus de déchets alimentaires que l'ensemble de sa compagnie n'en avait reçu en rations hebdomadaires au cours des derniers mois en Afrique. Les marins américains ont jeté des steaks à moitié mangés, des miches de pain entières, des litres de lait restés trop longtemps, a écrit Zimmermann. Ils l'ont fait ouvertement, sans réfléchir, non pas pour se moquer de nous, mais parce que pour eux, ce gaspillage ne signifiait rien. Leur approvisionnement était illimité. Les navires eux-mêmes sont devenus des salles de classe flottantes pour la puissance américaine.
PS a découvert que le navire qui les transportait était l'un des 2710 navires Liberty qui seraient construits pendant la guerre. Chacun nécessite 250 000 pièces assemblées à partir de composants fabriqués dans 32 États. Les moteurs, ont-ils appris des gardes américains bavards, ont été construits en 3 des usines produisant chacune des cylindres de 900 chevaux qui étaient ensuite assemblés dans des ports qui existaient à peine 2 ans plus tôt. Le colonel lieutenant Wilhelm von Stobern, dont la famille aristocratique prussienne avait servi dans toutes les guerres allemandes depuis Frédéric le Grand, écrira plus tard dans ses mémoires, alors que notre navire s'approchait de la côte américaine, j'ai observé l'antenne radar tourner au-dessus du pont. Cette technologie, que nous croyions seule, et peut-être que les Britanniques possédaient en quantité limitée, était un équipement standard sur un cargo. Déjà perdu la guerre. 2 août 1943, base navale de Norfolk, Virginie. La première vision de l'Amérique a brisé les derniers vestiges de la propagande nazie sur la faiblesse industrielle américaine. La base de Norfolk s'étendait sur 4300 acres, ses quais s'étendant sur des kilomètres, ses grues chargeant et déchargeant simultanément des dizaines de navires. En une seule journée, ce port a traité plus de tonnage que l'ensemble du port allemand de Hambourg n'en a traité en une semaine. Gerrit Johann Weber, ouvrier d'usine de la Ruée avant sa conscription, a dénombré 47 cargos à différents stades de chargement ou de déchargement. Chaque grue, notait-il dans son journal secret, soulevait des charges qui auraient nécessité une douzaine d'hommes et de chevaux en Allemagne. Il se déplaçait à l'électricité, en douceur, en continu, sans la fumée de charbon qui étouffait nos villes industrielles. Les prisonniers étaient formés en colonne pour marcher vers les trains en attente. Tout au long du parcours, ils sont passés devant des parkings remplis d'automobiles civiles, dont des centaines appartenaient à des dockers. En Allemagne, la possession d'une automobile privée restait un privilège des riches et de l'élite du parti. La Volkswagen, promise au peuple allemand depuis 1934, est restée un rêve de propagande avec moins de 1000 exemplaires livrés à des civils. Ici, les ouvriers ordinaires se rendaient au travail dans leur propre voiture. Mais rien ne les préparait à prendre les trains eux-mêmes. Pas de wagons couverts, pas de wagons 48, de 40 hommes ou de 8 chevaux qui avaient transporté les troupes allemandes à travers l'Europe, mais des voitures pleines de passagers. Voiture Pullman avec siège rembourré converti en couchette. Voiture restaurant avec nappe blanche et couvert en argent. Voiture d'observation avec fenêtre panoramique. Edmond Radka a écrit « Nous avons embarqué des touristes, pas des prisonniers ». Les gardes américains semblaient presque gênés par ce confort. Un sergent s'est excusé du fait que la climatisation ne fonctionnait pas correctement dans notre voiture. Climatisation. En août, nous pensions qu'un tel luxe n'existait que dans le train personnel d'Hitler. Le voyage en train de 3 jours depuis Norfolk jusqu'au camp du Texas et de l'Oklahoma s'avérerait plus destructeur pour l'idéologie nazie que n'importe quelle défaite militaire. Alors que les trains traversaient la Virginie, les prisonniers pressaient leurs visages contre les fenêtres, témoins d'une Amérique qui ne pouvait pas exister selon tout ce qu'on leur avait dit. Chaque petite ville brillait d'illumination. Martinsville, Danville, Greensboro, des communautés qui, en Allemagne, auraient eu la chance de disposer d'un seul lampadaire électrique affichant des vitrines éclairées, des enseignes électriques, des maisons avec des lumières allumées dans plusieurs pièces. Les trains passaient devant des usines fonctionnant de nuit, les vitres brillantes et les parkings pleins même à minuit. L'écrivain Obergmer, dont le père était un chef de bloc du parti nazi à Hambourg, a écrit dans une lettre découverte en 1987. Nous avons traversé des dizaines de villes cette première nuit. Tout le monde avait plus d'électricité que tout Hambourg. Les gardes nous ont dit que c'était normal, que chaque ville américaine avait l'électricité depuis les années 1920. Je l'ai traité de menteur. Il a simplement haussé les épaules et a dit que nous verrions. À Roanoke, en Virginie, le train s'est arrêté pour prendre de l'eau et du charbon. Les prisonniers ont vu des cheminots américains accomplir en 30 minutes ce qui aurait pris 2 heures en Allemagne. Chargeurs de charbon automatisés, pompe à eau électrique, système de lubrification mécanisé. Chaque aspect de l'opération démontrait une supériorité technologique. Plus inquiétant encore était la richesse occasionnelle des travailleurs eux-mêmes. Ils portaient des bottes en cuir qui auraient coûté 2 mois de salaire à un ouvrier allemand. Ils buvaient du Coca-Cola dans des bouteilles en verre et jetaient les vides dans les poubelles sans réfléchir. Ils fumaient continuellement des cigarettes, les écrasant à moitié finies. Heinrich Müller, un ingénieur électricien de Siemens avant la guerre, a calculé que l'unique gare de triage où il s'était arrêté consommait plus d'électricité en 1 heure que l'ensemble de son quartier de Berlin n'en consommait en une journée. Le gaspillage était magnifique, écrit-il. Ils ont laissé des lumières allumées dans des bâtiments vides.
des ventilateurs électriques fonctionnaient dans les pièces vacantes. C'était l'insouciance d'une ressource infinie. Alors que les trains traversaient le Tennessee et le Kentucky, les prisonniers rencontrèrent la puissance industrielle américaine en pleine démonstration. Par les fenêtres, ils observaient d'innombrables usines, chacune plus grande que tout ce que la plupart avaient vu en Allemagne. L'usine d'aluminium d'Alcoa, dans le Tennessee, s'étendait sur 3 mètres le long de la rivière, ses fours électriques consommant 175 000 kW d'énergie, soit plus que toute la ville de Munich. Près de Louisville, les trains ont ralenti en passant devant le complexe de Rubbertown, où des usines de caoutchouc synthétique avaient surgi de champs vides en seulement 18 mois. 4 usines massives, employant chacune des milliers de travailleurs, produisant 800 000 tonnes de caoutchouc synthétique par an. L'Allemagne, bien qu'ayant inventé le procédé, n'a jamais réussi à produire plus de 120 000 tonnes au cours de sa meilleure année. L'Oberleutnant Erich Hoffmann, chimiste chez IG Farben, a immédiatement compris les implications. Dans une interview d'après-guerre, il se souvient, je connaissais ces usines. Je pouvais voir les colonnes de distillation, les craqueurs catalytiques. Chaque installation était plus avancée que tout ce que nous avions construit, et il y en avait 4 rien que dans ce seul endroit. Ils nous ont dit qu'il y en avait des dizaines d'autres à travers le pays. Les trains sont passés devant l'usine Willow Run de Ford, à l'extérieur de Détroit, visible à des kilomètres de distance. Cette unique usine, construite en seulement 9 mois, produisait un bombardier BE-24 Liberator toutes les 63 minutes. Au pic de production, 42 000 ouvriers assemblaient des bombardiers à partir de 1 550 000 pièces fabriquées par 1500 sous-traitants. L'usine a consommé 2,5 millions de pieds carrés de surface au sol et a utilisé plus d'électricité que l'ensemble de la ville allemande de Cologne. Uthman Verly, un pilote de la Luftwaffe abattu au-dessus de la Tunisie, appuya son visage contre la vitre lors de leur passage. Il a dénombré 17 BE-24 à différents stades d'achèvement visibles depuis le train. On nous avait dit que les avions américains étaient inférieurs, construits à la hâte, qu'ils s'effondreraient au combat, mais je pouvais voir la précision des chaînes de montage, la qualité de la construction. Ce n'étaient pas des avions de qualité inférieure. Ils ont simplement été construits plus rapidement que nous ne pouvions l'imaginer. Plus les trains pénétraient profondément en Amérique, plus la destruction de la mythologie nazie était complète. Louis, ils traversèrent le fleuve Mississippi sur le pont Ed, tandis qu'en contrebas, des barges transportaient plus de céréales que la totalité de la récolte allemande de 1942. Les prisonniers pouvaient voir des silos à grains s'étendant le long des 2 rives, chacun contenant suffisamment de blé pour nourrir une ville allemande pendant des mois. Heinricia Karl Schmidt, fils d'un agriculteur bavarois, a écrit dans son journal « Les Américains transportent de la nourriture comme nous transportons des munitions en quantités infinies, sans se soucier des pertes. Je les ai vus charger une seule barge avec suffisamment de blé pour nourrir tout mon village pendant 5 ans. Le grutier mangeait un sandwich avec de la viande plus épaisse que notre ration hebdomadaire. » À Kansas City, le train s'est arrêté dans un immense parc à bestiaux où des dizaines de milliers de bovins attendaient d'être abattus. L'odeur des usines de transformation de la viande emplit l'air sur des kilomètres. Le PS allemand qui vivait de 200 grammes de viande par semaine en Afrique quand il avait de la chance regardait les ouvriers américains manger des sandwichs au bœuf pendant leur pause déjeuner. Ils mangeaient de la viande, nous mangions du pain, a écrit le chagrin Paul Fischer. Non, c'est faux. Ils mangeaient de la viande, nous aurions aimé pouvoir manger du pain. Le gardien nous a acheté des hamburgers sur un stand près de la gare. Viande, fromage, légumes sur pain blanc pour 15 personnes. Il en a acheté 20 sans réfléchir, payé avec un seul billet d'$1. Ce n'était pas spécial. C'était leur nourriture normale. L'arrivée dans les camps eux-mêmes a constitué le prochain niveau de démolition cognitive. Le camp Earn, au Texas, construit en seulement 4 mois, hébergeait entre 3 000 et 4 800 prisonniers dans des conditions qui dépassaient celles que la plupart considéraient comme des civils. Caserne en bois avec éclairage électrique, toilettes à chasse d'eau, douche chaude et chauffage à vapeur. Chaque bâtiment était construit avec plus de bois que n'en possédaient des villages allemands entiers. L'hôpital du camp a stupéfié le personnel médical parmi les prisonniers. Oberst, le lieutenant-colonel Dr Friedrich Bové, chirurgien en chef de la 164e division légère, se retrouve dans un établissement mieux équipé que la plupart des hôpitaux civils allemands. Appareils à rayons X, matériel chirurgical, fournitures pharmaceutiques indisponibles en Allemagne depuis 1941. Toutes les dispositions standards pour les prisonniers ennemis. Ils avaient de la pénicilline, témoignera plus tard le docteur Bové, ce médicament miracle dont nous n'avions entendu parler que de rumeurs. Ils l'utilisaient librement,
même sur des prisonniers souffrant d'infections mineures. Les soldats allemands mouraient faute de médicaments de base à base de soufre, et les Américains nous donnaient sans hésitation leurs médicaments les plus avancés. La cuisine du camp est devenue une autre salle de classe de la prospérité américaine. Les prisonniers affectés à la cuisine ont découvert des réfrigérateurs de plain-pied, des batteurs électriques, des lave-vaisselle automatisés et des cuisinières à gaz capables de préparer les repas de 5000 hommes. La ration quotidienne comprenait du lait frais, des œufs, de la viande, des légumes et du pain blanc, des quantités que les civils allemands n'avaient pas vues depuis 1939. Feldwebel Otto Krebs, un ancien chef d'hôtel de Munich, a écrit « Aujourd'hui, nous jetons plus de nourriture que ma famille n'en a vu depuis 3 ans. J'ai pleuré en jetant du pain parfaitement bon à la poubelle. » En septembre 1943, la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture américaine conduisit à l'emploi de prisonniers de guerre dans les champs et des usines à travers le pays. Cette décision, motivée par la nécessité, s'avérerait plus destructrice pour l'idéologie nazie que n'importe quel programme de propagande n'aurait pu le faire. Des groupes de prisonniers étaient transportés quotidiennement par camions vers des chantiers, voyageant à travers le cœur des États-Unis sans bandeau sur les yeux ni itinéraire restreint. Ils ont tout vu. Les champs de maïs et de blé sans fin, les usines fonctionnant en 3 équipes, les magasins remplis de marchandises, les parkings remplis de voitures, les maisons équipées de réfrigérateurs et de radios. Dans une usine d'égrenage de coton à l'extérieur de Houston, un Rexia Herberline a vu une seule machine traiter plus de coton en 1 heure que tout son village n'aurait pu en traiter en 1 mois avec des méthodes traditionnelles. Le GIN était alimenté par l'électricité de la Colorado River Authority, dans le cadre d'un programme d'électrification rurale qui avait permis d'alimenter 90% des fermes du Texas en 1943. Le fermier qui possédait le GIN n'avait rien de spécial, a enregistré Lagne. Pas une aristocratie, pas un membre du parti, juste un agriculteur. Pourtant il avait l'électricité, l'eau courante, un camion, une voiture et un tracteur. Ses ouvriers, y compris les Noirs, mangeaient leur déjeuner dans des boîtes contenant plus de nourriture que les ouvriers allemands n'en recevaient en 1 semaine. Et c'était normal. Chaque ferme que nous avons traversée était la même. Au Nebraska, les prisonniers travaillaient dans les champs de sucre, témoins d'une mécanisation agricole qui défiait l'entendement. Une seule moissonneuse-batteuse, à Prairie, pouvait faire le travail de 100 hommes. Les champs s'étendaient jusqu'à l'horizon, chacun étant plus grand que des comtés allemands entiers. Les agriculteurs parlaient avec désinvolture de rendements qui auraient été fantastiques en Allemagne, 60 boisseaux de blé par acre contre 30 en Allemagne sur les meilleures terres. Gefreiter Wilhelm Hoffmann travaillant dans une ferme à l'extérieur de Scottsbluff a écrit « Le fils du fermier, un garçon de 16 ans, conduisait un tracteur valant plus que tout ce que mon père avait gagné au cours de sa vie. Quand j'ai mentionné cela, le garçon a ri et a dit que ce n'était même pas un tracteur particulièrement bon. Son père attendait un nouveau modèle de John Deere encore meilleur. » Les révélations les plus dévastatrices sont venues aux prisonniers qui travaillaient à proximité ou dans les usines américaines. Alors que les règles de la Convention de Genève interdisaient le travail direct de production de guerre, les PSW pouvaient travailler dans des industries qui libéraient des travailleurs américains pour la production militaire. Cette technicité a permis à des milliers de prisonniers allemands de constater par eux-mêmes la capacité industrielle américaine. Dans une usine de soupe Campbell du New Jersey, des prisonniers ont observé des chaînes de production qui transformaient plus de tomates en une seule journée que la plupart des usines allemandes n'en traitaient en 1 mois. L'établissement fonctionnait avec un équipage réduit composé de femmes et d'hommes âgés, la plupart des jeunes travailleurs étant militaires. Pourtant, la production a dépassé les niveaux du temps de paix. Stabsfeld Webel Ernst Vanier, qui avait travaillé dans une usine de transformation alimentaire allemande avant la guerre, a documenté son expérience. Tout était automatisé. Bandes transporteuses électriques, machines de remplissage automatique, cuiseurs à vapeur qui traitaient simultanément des centaines de canettes. Une femme âgée surveillait des contrôles qui géraient ce qui aurait nécessité 50 travailleurs en Allemagne. Elle l'a fait en écoutant une radio et en buvant du café. Près de Détroit, des prisonniers déchargeant du charbon dans une centrale électrique ont eu un aperçu de la conversion de l'industrie automobile à la production de guerre. Le complexe de River Rouge, visible de l'autre côté de l'eau, employait 100 000 ouvriers produisant des jeeps, des moteurs d'avion et des chars. La centrale consommait quotidiennement 1,5 million de codes d'électricité, soit plus que la ville entière de Hambourg. Nous pouvions voir les parkings, a écrit l'Oberreiter Franz Kellner. Des milliers de voitures appartenant aux ouvriers. Travailleurs en Allemagne. Même nos officiers possédaient rarement une voiture. Ici, les ouvriers de l'usine se rendaient au travail en voiture.
Le gardien nous a dit que de nombreux travailleurs possédaient 2 voitures, une pour le travail et une pour leur usage familial. Nous pensions qu'il se moquait de nous. À l'hiver 1943, l'impact cumulé de ces observations produisait ce que les agents du renseignement américain appelaient le syndrome d'effondrement idéologique parmi les prisonniers. La division des projets spéciaux, le programme secret de rééducation géré par le bureau du général Prost Marshall, a documenté un nombre croissant de prisonniers demandant l'accès aux journaux, livres et matériels éducatifs américains. Le major Paul Nolan, membre de l'équipe de surveillance, fit un rapport en décembre 1943. Les prisonniers ne se disputent plus lorsqu'on leur montre les statistiques de production. Ils en ont trop vu. Les nazis les plus fanatiques se sont tus. Ils restent fidèles à l'Allemagne, mais ne parlent plus de victoire. Beaucoup remettent ouvertement en question ce qu'on leur a dit sur l'Amérique. Les journaux des camps produits par les prisonniers eux-mêmes commencent à refléter cette transformation. Cher toi, l'appel publié à Fort Kearney, Rhode Island, est progressivement passé d'un nationalisme provocateur à des discussions sur la démocratie, les systèmes économiques et la reconstruction d'après-guerre. Les rédacteurs, des prisonniers antinazis soigneusement sélectionnés, trouvèrent leur public de plus en plus réceptif. Lieutenant Hermann Guth, capturé avec la 10e division Panza, a écrit dans une lettre transmise aux capteurs américains. On nous a dit que l'Amérique était une nation métisse, faible, divisée, contrôlée par les Juifs, incapable de prouesse militaire. Chaque jour que je suis ici, je constate le contraire. C'est la nation la plus organisée, la plus unifiée et la plus puissante de la planète. Des criminels nous ont raconté des contes de fées. Le coup le plus dévastateur porté à l'idéologie nazie est venu d'une source inattendue. Le traitement des prisonniers italiens après la capitulation de l'Italie en septembre 1943. Les PS italiens qui acceptèrent de coopérer furent regroupés en unités de service italiennes bénéficiant de meilleurs logements, d'un salaire plus élevé et de plus de liberté. Les prisonniers allemands ont vu leurs anciens alliés travailler aux côtés des Américains, manger dans des restaurants américains, certains sortant même avec des Américaines. Edmond Friedrich Schulz a écrit « Les Italiens nous ont trahis, et pourtant ils sont mieux traités que nous ne les avons traités en alliés. Ils travaillent librement, gagnent de l'argent, envoient des colis chez eux. Les Américains ne leur montrent aucune haine. Cette démocratie qu'on nous a appris à mépriser semble plus honorable que notre propre système. » Noël 1943 a eu l'impact psychologique le plus profond. Des organisations américaines, des églises et des groupes civiques ont envoyé 500 000 colis de Noël aux poètes allemands, des ennemis qui avaient tenté de tuer des soldats américains des mois plus tôt. Chaque paquet contenait des cigarettes, des bonbons, des articles de toilette et des jeux. Les communautés locales ont invité les prisonniers à des dîners de Noël, même si les réglementations empêchaient la plupart d'accepter. À Camp Earn, au Texas, la chorale de l'église méthodiste locale a interprété des chants de Noël en allemand pour les prisonniers. Les femmes de Earn ont envoyé des biscuits et des gâteaux faits maison. Les Boy Scouts ont livré des cartes de Noël faites à la main. Cette gentillesse envers les ennemis a brisé les derniers vestiges de la théorie raciale nazie. L'Oberleutnant Walter Müller, dont le frère est mort dans le bombardement de Hambourg, a écrit « Ils savent que nous sommes leurs ennemis. Beaucoup ont des fils et des maris qui combattent contre nos armées. Pourtant, ils nous montrent une charité chrétienne, non pas de la propagande, mais une véritable gentillesse. » Quel genre de personnes traitent leurs ennemis de cette façon? Seulement ceux qui sont absolument certains de la victoire et sûrs de leur pouvoir. La fête de Noël elle-même défiait l'entendement. Dinde, jambon, purée de pommes de terre, sauce, légumes, tartes, glaces. Des quantités de nourriture que l'Allemagne n'avait pas vues depuis avant la Première Guerre mondiale. Les prisonniers mangeaient jusqu'à en être malades, incapables de comprendre que de telles ressources soient prodiguées aux ennemis. Nous avons mangé des rois, écrit Feldwebel en ça. Mieux que ce que mangent les généraux allemands, mieux que les chefs de parti. Et ce n'était pas spécial. Les gardes nous ont dit qu'il s'agissait d'un dîner de Noël américain normal, que toutes les familles américaines mangeaient le même repas. S'ils peuvent nourrir les prisonniers de cette façon, que doivent manger leurs propres soldats? Au début de 1944, plus de 40 000 prisonniers allemands étaient inscrits dans des programmes éducatifs. Ils étudièrent l'anglais, l'histoire américaine, les mathématiques et les sciences. L'Université de Chicago dispensait des cours par correspondance. L'Université de Stanford a envoyé des professeurs donner des conférences sur la démocratie et l'économie. La soif de connaissance était insatiable. Les prisonniers à qui on avait dit que les Américains étaient des barbares culturels ont découvert des bibliothèques contenant des millions de livres, des universités accueillant toutes les classes sociales,
des recherches scientifiques qui ont mené le monde. Il lisait librement les journaux américains, comparant plusieurs points de vue, ce qui était impossible dans l'Allemagne nazie. Wilhelm von Braun, un physicien enrôlé du Kaiser Wilhelm Institute, a assisté à des conférences sur la physique atomique au camp Shelby. Il écrivit plus tard, « Les professeurs américains, y compris les réfugiés juifs d'Allemagne, nous ont enseigné sans haine. » Il parlait de la science comme étant universelle, appartenant à toute l'humanité. Ils avaient des années d'avance sur la recherche allemande et partageaient leurs connaissances avec leurs ennemis. Cette générosité d'esprit était incompréhensible pour les esprits façonnés par l'idéologie nazie. Les théâtres du camp projetaient des films américains, non pas de la propagande, mais des productions hollywoodiennes régulières. Les prisonniers ont regardé Autant en emporte le vent, voyant une représentation de la défaite et du rétablissement américain qui faisait écho à leur propre situation. Ils ont vu les raisins de leur colère, étonnés que les Américains fassent preuve d'une telle autocritique envers leurs ennemis. Ils ne cachent rien, écrit le lieutenant Joseph Kramer. Ils montrent leurs problèmes, leurs échecs, leurs conflits. Pourtant, cette honnêteté les rend plus forts, et non plus faibles. En Allemagne, de telles critiques signifieraient la mort. Ici, c'est considéré comme patriotique. Au printemps 1944, les programmes de travail des prisonniers furent élargis alors que la production américaine atteignait son apogée. Les PSW allemands travaillaient dans des conserveries, des usines et des usines de fabrication, témoins de toute la puissance de la capacité industrielle américaine. Les chiffres racontaient une histoire qu'aucune propagande ne pouvait contrer. À la Higgins Boat Factory de la Nouvelle-Orléans, les prisonniers déchargeaient de l'acier qui deviendrait une péniche de débarquement pour le jour J. Ils ont vu les ouvriers assembler 700 bateaux par mois, chacun nécessitant 20 000 pièces. L'usine employait 20 000 ouvriers, dont des milliers de femmes qui exploitaient des grues, soudaient des coques et géraient des lignes de production. Stabsfeld Weibel Kurt Zimmermann a écrit « Les femmes font le travail des hommes, les noirs font fonctionner des machines complexes, les adolescents font fonctionner le forage. » Matériel, tout ce qu'on nous disait était impossible en démocratie. Pourtant, la production ne s'est jamais arrêtée. 3 équipes, 24 heures, 7 jours sur 7. Ils ont produit plus de bateaux en un mois que l'ensemble de notre marine n'en a construit en un an. À Republic Steel, dans l'Ohio, les prisonniers ont été témoins de la production quotidienne de 10 000 tonnes d'acier. Les hauts fourneaux fonctionnaient en permanence, alimentés par des trains interminables de minerais de fer en provenance du Minnesota et de charbon en provenance de Pennsylvanie. L'échelle défiait la compréhension allemande. Cette seule usine produisait plus d'acier que l'ensemble de la région à son apogée. J'ai travaillé chez Krupp avant la guerre, a écrit l'écrivain d'Oberau, Paul Hartmann. Je pensais comprendre la production industrielle, mais cela dépassait l'imagination. Ils ont gaspillé plus d'acier en déversement que nous ne pouvions en produire. Les ouvriers se plaignaient des heures supplémentaires alors qu'ils produisaient des quantités que nous ne pouvions pas atteindre avec le travail d'esclaves et les doubles équipes. Les récoltes de l'été 1944 marquèrent la démolition définitive de la propagande nazie sur la faiblesse américaine. Les prisonniers allemands travaillaient dans tout le Midwest et assistaient à une production agricole susceptible de nourrir le monde. Au Kansas, ils ont observé les récoltes de blé où des fermes individuelles produisaient plus de céréales que des provinces allemandes entières. Les moissonneuses-batteuses se déplaçaient à travers les champs et les navires à travers un océan d'or, chacune récoltant 100 acres par jour. Les silos à grains qu'ils remplissaient pouvaient contenir plus de blé que l'Allemagne n'en importait en une année entière. Tafitzia Franz Weber, un agriculteur de Prusse orientale, a écrit qu'un agriculteur américain équipé de machines fait le travail de 100 agriculteurs allemands. Ils m'ont montré des photographies aériennes des champs de blé, des milliers de kilomètres carrés de céréales. Ils pourraient perdre la moitié de leur récolte et en avoir encore plus que toute l'Europe réunie. Dans la vallée centrale de Californie, les prisonniers cueillaient des fruits dans des vergers qui s'étendaient à perte de vue. Ils ont vu des fruits parfaitement bons être jetés en raison de défauts mineurs, des fruits qui auraient été précieux en Allemagne. Des récoltes entières étaient parfois enfouies pour maintenir les prix, un concept qui provoquait une dépression psychologique parmi les prisonniers de l'Allemagne ravagée par la faim. Ils détruisaient la nourriture pour maintenir les prix stables, écrit Gerite Otto Schultz. Des montagnes d'oranges ont été détruites au bulldozer dans des noyaux parce qu'il y en avait trop. Nous avons supplié de pouvoir les envoyer en Allemagne dans nos familles. Les gardes étaient sympathiques mais expliquèrent que c'était impossible. Les déchets étaient la preuve stratégique de ressources illimitées. 6 juin 1944. Lorsque la nouvelle de l'invasion de la Normandie parvint au camp, les prisonniers allemands connurent leur ultime effondrement idéologique. L'ampleur de l'opération,
6 000 navires, 11 000 avions, 150 000 hommes dans la première vague, a démontré la capacité organisationnelle américaine au-delà des rêves les plus fous de l'Allemagne nazie. Les prisonniers du camp Shelby ont regardé les informations sur l'invasion en quelques jours. Ils ont vu les flots incessants de navires, les ports artificiels, le système d'approvisionnement qui livrait quotidiennement 15 000 tonnes sur les plages ouvertes. Ils ont vu leur patrie être écrasée par la nation même dont on leur avait dit qu'elle était trop faible pour se battre. Notre Friedrich von Tauben écrivait « Nous savions alors que tout était perdu, pas seulement la guerre, mais tout le projet nazi. Nous avions défié la plus grande puissance industrielle du monde avec des contes de fées et de la mythologie raciale. Nous avons envoyé des chevaux contre leurs camions, des fusils contre leurs armes automatiques, du courage contre leurs ressources illimitées. Tout au long de leur captivité, les prisonniers allemands ont vécu quelque chose qui remettait en question l'idéologie nazie plus que n'importe quelle richesse matérielle, l'humanité américaine. Malgré la propagande décrivant les Américains comme faibles et sentimentaux, les prisonniers de guerre ont découvert un peuple suffisamment sûr de sa force pour faire preuve de miséricorde. Lorsque le fils de Gerhard Hans Miller est mort dans l'attentat à la bombe de Hambourg, le commandant américain du camp a personnellement transmis le message Croix-Rouge et présenté ses condoléances. Lorsque l'épouse du défunt Paul Fischer a écrit qu'elle avait du mal à nourrir leurs enfants, des groupes religieux américains lui ont envoyé des colis alimentaires en Allemagne. Des civils ennemis dans une nation que l'Amérique bombardait activement. Ils ont séparé le peuple allemand du régime nazi, écrit Edmond Otto. Il disait qu'il combattait Hitler, pas les Allemands. Cette distinction, qui semblait être de la propagande, s'est avérée authentique. Ils nous ont préparés à reconstruire l'Allemagne après la guerre, et non à la détruire. Le traitement médical touchait particulièrement les prisonniers. Les médecins allemands ont travaillé aux côtés du personnel médical américain, apprenant de nouvelles techniques et utilisant des équipements de pointe. Les prisonniers ont subi des opérations qui n'auraient été accessibles qu'à l'élite allemande. Des soins de santé mentale pratiquement inconnus dans la Wehrmacht ont été prodigués aux soldats traumatisés. Friedrich Beauvais a écrit « Il traitait les tentatives de suicide avec des conseils, pas avec des punitions. Les prisonniers souffrant de dépression mentale recevaient une thérapie, pas des coups. Cette humanité envers les ennemis a révélé une force que nous n'avons jamais comprise, la confiance dans le vrai pouvoir. » En mars 1945, le programme secret de rééducation avait produit des résultats remarquables. Plus de 25 000 prisonniers s'étaient portés volontaires pour suivre des cours de démocratie. Les journaux du camp publièrent des articles sur le gouvernement constitutionnel, les marchés libres et les droits civils. Des groupes de discussion ont débattu de l'avenir de l'Allemagne après la guerre. Le succès du programme a dépassé toutes les attentes. Les prisonniers arrivés sous la forme de nazis fanatiques écrivaient des essais sur la reconstruction démocratique. Les officiers qui avaient prêté serment à Hitler réfléchissaient à la manière de mettre en œuvre les méthodes agricoles américaines dans l'Allemagne d'après-guerre. Nous sommes devenus des missionnaires de la démocratie, a admis Ostermann Göring, sans lien de parenté avec le maréchal du Reich, dans une interview de 1975. Non pas par la coercition ou la propagande, mais par l'observation. Nous l'avons vu fonctionner. Nous avons vu des gens ordinaires vivre mieux que l'aristocratie allemande. Nous voulions cela pour l'Allemagne. La transformation était complète au point que les autorités américaines s'inquiétaient du fait que les prisonniers étaient trop enthousiastes à l'égard des méthodes américaines. Certains ont demandé à rester en Amérique après la guerre. D'autres ont épousé des Américaines rencontrées grâce à des programmes de correspondance en prison. Des milliers de personnes finiront par immigrer en Amérique dans les années 1950. Avril 1945 apporte la révélation finale. Alors que les forces américaines libéraient les camps de concentration en Allemagne, les images ont été montrées aux PS allemands. Beaucoup ont refusé d'y croire au départ, affirmant qu'il s'agissait de propagande, mais les preuves étaient accablantes. Témoignages de soldats américains, photographies, reportages et éventuellement lettres d'Allemagne confirmant l'horreur. L'impact psychologique a été dévastateur. Les hommes qui avaient conservé une certaine fierté de l'honneur allemand malgré la défaite militaire étaient désormais confrontés à l'effondrement moral complet de leur nation. Tout ce pourquoi ils s'étaient battus n'était pas seulement vaincu mais maléfique. Edmond Walter Schmitt en a rédigé le résumé le plus éloquent. Nous pensions que nous étions des guerriers pour une grande cause. Nous avons découvert que nous étions des outils pour des criminels. Nous croyions apporter la civilisation aux peuples inférieurs. Nous avons découvert que nous étions des barbares. Les Américains que nous appelions faibles et décadents nous ont montré ce que signifiait réellement la civilisation. À la fin de la guerre en mai 1945, les PSSP allemands furent confrontés au rapatriement avec des émotions mitigées.
Ils avaient été témoins d'une Amérique qui contredisait tout ce qu'ils croyaient. Ils avaient mieux mangé comme prisonniers que comme soldats. Ils avaient été traités avec plus de dignité par leurs ennemis que par leur propre gouvernement. Les derniers mois de captivité furent consacrés à la préparation du retour dans une Allemagne détruite. Les autorités américaines dispensaient une formation professionnelle, un enseignement agricole et une instruction politique. Les prisonniers ont pris connaissance du plan Marshall avant son annonce, sachant que l'Amérique reconstruirait plutôt que de punir l'Allemagne. Ils nous ont préparés à reconstruire notre pays, écrit O.S.T. Friedrich von Tobin. Ils nous ont donné des compétences, des connaissances, de l'espoir. Ils transformèrent les soldats vaincus en futurs citoyens. Cette générosité des vainqueurs était incompréhensible pour les esprits façonnés par la vindicte nazie. Entre 1945 et 1946, 371 683 PS allemands furent rapatriés des camps américains. Ils retournèrent dans une Allemagne divisée, détruite et démunie. Mais ils ont apporté avec eux quelque chose de précieux. Connaissance du fonctionnement d'une société industrielle démocratique. Les PSSP allemands qui ont connu la prospérité américaine sont devenus, à leur insu, des agents de transformation dans l'Allemagne d'après-guerre. Ils avaient connu l'efficacité industrielle, la productivité agricole et la prospérité démocratique. Ils savaient que la reconstruction était possible parce qu'ils avaient été témoins d'une société qui y était parvenue. De nombreux anciens PS ont pris de l'importance dans la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest. Hans Kroll, prisonnier au camp Shelby, devient ambassadeur de l'Allemagne de l'Ouest aux États-Unis. Walter Hallstein, qui enseignait au camp K.O., est devenu président de la Commission européenne. Rudiger von Marr, détenu à Camp Hirn, était représentant permanent de l'Allemagne auprès des Nations Unies. Édouard Ackermann, prisonnier à Fort Robinson, est devenu un leader de la réforme agricole allemande. Ils ont apporté les méthodes américaines à l'industrie allemande, l'efficacité américaine à l'agriculture allemande et les idéaux démocratiques américains à la politique allemande. Le miracle économique des années 1950 s'est construit en partie sur les connaissances acquises dans les camps de prisonniers américains. Nous avons appris que la prospérité venait de la liberté et non de la conquête, écrit Hans Kroll dans ses mémoires. Nous avons vu que la démocratie créait la richesse, que la diversité apportait la force, que bien traiter les travailleurs augmentait la production. Ces leçons apprises en tant que prisonniers ont façonné la nouvelle Allemagne. Les historiens ont qualifié l'expérience allemande paix en Amérique de l'un des programmes de rééducation les plus réussis de l'histoire. Sans coercition, sans propagande au sens traditionnel du terme, la puissance industrielle américaine et la démocratie ont transformé les nazis endurcis en futurs citoyens démocrates. Le programme a réussi parce qu'il ne reposait pas sur des mots mais sur l'observation. Les prisonniers ont vu la société américaine fonctionner avec une efficacité maximale tout en traitant ses ennemis avec dignité. Ils ont été témoins d'une capacité industrielle qui donnait à la production allemande un aspect primitif. Ils ont connu un niveau de vie qui révélait que les promesses nazies étaient des fantasmes. Arnold Kramer, le principal historien du PS allemand en Amérique, a conclu « Amris a gagné la guerre de propagande non pas grâce à des messages intelligents, mais grâce à la pure réalité. Chaque repas complet, chaque lumière électrique, chaque toilette fonctionnelle était un argument contre le nazisme. Les PWS ont été convertis par la prospérité. Les statistiques soutiennent cette évaluation. Sur les 371 683 PS allemands détenus en Amérique, moins de 1% ont tenté de s'échapper, avec seulement 2222 tentatives enregistrées au total. Les enquêtes d'après-guerre ont montré que 95% d'entre eux jugeaient leur traitement bon ou excellent. Plus remarquable encore, des milliers de personnes ont entretenu une correspondance avec des familles américaines pendant des décennies après la guerre. En 1985, à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la guerre, les prisonniers de guerre allemands survivants ont tenu une réunion à Austin, au Texas. Plus de 500 anciens prisonniers sont retournés en Amérique, beaucoup amenant leurs familles pour leur montrer où leur transformation avait commencé. L'ancien obérité Hans Vea, qui avait été détenu à Fort Robinson, dans le Nebraska, puis est revenu pour devenir médecin à Georgetown, dans le Maine, a pris la parole lors de la réunion. La vie dans les camps a été une grande amélioration pour beaucoup d'entre nous qui avions grandi dans des appartements aux eaux froides en Allemagne. Nous avons découvert l'eau courante, le chauffage central et une nourriture abondante. Mais plus encore, nous avons découvert la dignité. Kurt Meyer, ancien Stabsfeld-Weibel, qui avait travaillé dans des fermes de l'Iowa, a ajouté « Les agriculteurs nous traitaient non pas comme des ennemis, mais comme des jeunes hommes loin de chez eux. Ils partageaient leurs repas, leurs connaissances, parfois leur foyer. Cette humanité de gens dont les fils se battaient contre nous.
Cela nous a changé pour toujours. Lors du dîner de retrouvailles de 1985, l'ancien obus Hermann Guth, alors âgé de 78 ans, a prononcé le discours d'ouverture qui a capturé l'essence de la transformation. Nous sommes venus en Amérique en tant qu'ennemis, nazis et croyants au mensonge. Nous sommes partis en amis, en démocrates, en hommes qui avaient vu la vérité. L'Amérique nous a montré que la force ne vient pas de la conquête, mais de la production, non de la haine, mais de la diversité, non de la tyrannie, mais de la liberté. Nous avons été témoins de l'arsenal de la démocratie en pleine production. Nous avons vu des agriculteurs qui produisaient de la nourriture pour le monde entier, des travailleurs qui construisaient les outils de la victoire et des citoyens qui traitaient leurs ennemis avec dignité. Nous avons appris que la véritable arme de l'Amérique n'était pas ses bombes ou ses chars, mais sa capacité inépuisable de création et sa confiance inébranlable. Nous sommes rentrés en Allemagne avec pour mission de construire une société capable de créer plutôt que de détruire, de prospérer grâce à la paix plutôt qu'à la guerre. L'Allemagne qui renaît de ses cendres s'est construite sur les leçons apprises dans les camps de prisonniers américains. Nous qui sommes venus en conquérant, sommes repartis en étudiants. Vers l'Amérique de la part de vos anciens ennemis, maintenant vos amis. Merci de nous avoir montré le chemin, la salle a été ovationnée. Américains et Allemands ensemble, anciens ennemis unis pour reconnaître une transformation qui semblait impossible lorsque les premiers trains arrivèrent au Texas en juin 1943. L'ampleur de l'expérience paix allemande en Amérique peut être mesurée par des statistiques saisissantes qui révèlent à la fois l'ampleur de l'opération et son succès remarquable. Infrastructure du camp. Plus de 500 camps répartis dans 45 États, dans tous les États sauf le Nevada, le Dakota du Nord et le Vermont. 175 camps principaux avec 325 camps secondaires. Camps construits pour accueillir de 250 à 12 000 prisonniers chacun. Construction achevée en moyenne en 90 jours par camp. Population carcérale 371 683 PS allemands sur 425 871 PS au total. Pic de population en mai 1945. Moyenne de 20 000 nouveaux arrivants par mois en 1943, 30 000 par mois après le jour J, 60 000 par mois dans les derniers mois de guerre. Contribution du travail, 14 millions de journées de travail agricole, 100 millions de pieds-planches de bois transformés, 230 millions de dollars en valeur du travail, année 1940, 80 cents de salaire journalier par prisonnier. Les prisonniers ont comblé des pénuries critiques de main-d'œuvre dans 46 États. Statistiques d'évasion, seulement 2222 tentatives d'évasion sur plus de 371 000 prisonniers, 0. Aucune évasion permanente réussie. La plupart des évadés ont été repris dans les 24 heures. Aucun civil américain n'a été blessé par le PS en fuite. Programmes éducatifs. Plus de 40 000 inscrits à des cours éducatifs, 135 journaux de camp publiés, 30 000 suivant des cours d'anglais, 15 000 en formation professionnelle, des cours universitaires par correspondance pour 8 000. Immigration d'après-guerre, environ 5 000 anciens prisonniers de guerre ont immigré aux États-Unis après la guerre. Plus de 12 000 personnes entretenaient une correspondance avec des familles américaines. Durée moyenne de correspondance 31 ans. Beaucoup sont revenus en tant que touristes ou partenaires commerciaux. Évaluation du traitement 95% ont jugé le traitement bon ou excellent. 74% pensent que la captivité a changé positivement leur vision du monde. 61% ont exprimé leur intérêt à en apprendre davantage sur la démocratie. Moins de 10% entretenaient de fortes convictions nazies en 1945. Le PS allemand qui a connu la puissance industrielle américaine n'a pas seulement été témoin de l'histoire. Ils en ont été transformés. Leur captivité est devenue éducation. Leur défaite est devenue une illumination. Et leur emprisonnement est devenu une libération des chaînes idéologiques du nazisme. En fin de compte, la plus grande victoire de l'Amérique ne s'est pas produite sur le champ de bataille, mais dans les camps de prisonniers, où les preuves accablantes de la prospérité démocratique ont permis d'accomplir ce que les armées ne pouvaient pas réaliser. Le complet de transformation des esprits ennemis. Le PS était arrivé convaincu de la supériorité allemande et de la faiblesse américaine. Ils sont partis en sachant la vérité. La puissance industrielle américaine n'était pas seulement écrasante. C'était incompréhensible pour un esprit façonné par la pénurie et la tyrannie. Les trains qui les avaient emmenés en captivité en 1943 transportaient des guerriers du Troisième Reich. Les navires qui les ramenèrent en Allemagne en 1946 transportaient des architectes de la démocratie. Ils avaient vu l'avenir et cela a fonctionné. Leur histoire témoigne d'une vérité profonde. L'arme la plus puissante de l'arsenal américain n'était pas la puissance militaire,
mais la simple preuve écrasante de la capacité d'une société libre à créer l'abondance. Les PSW allemands ont été stupéfaits par la puissance industrielle américaine, mais ils ont finalement été convertis par elle. C'est dans leur transformation que se trouvent les germes de la rédemption de l'Europe d'après-guerre et de la défaite finale du rêve nazi. Ils sont revenus en Allemagne non pas comme des ennemis vaincus, mais comme des témoins de ce que les sociétés libres pouvaient réaliser. Le miracle économique qui a transformé l'Allemagne de l'Ouest dans les années 1950 s'est construit sur les fondations posées dans les camps de prisonniers américains, où les soldats ennemis ont appris que la prospérité ne venait pas de la conquête, mais de la liberté, non de la supériorité raciale, mais de la dignité humaine, non du contrôle totalitaire, mais de la coopération démocratique. Les PSSP allemands étaient arrivés en Amérique dans l'espoir de trouver une nation faible et divisée, au bord de l'effondrement. Au lieu de cela, ils ont découvert un colosse industriel d'une puissance illimitée et d'une humanité surprenante. Ils étaient venus comme prisonniers de guerre, mais sont repartis comme témoins de l'arsenal de la démocratie à son apogée. C'est dans leur crainte de l'abondance américaine que se trouvent les germes psychologiques de l'Alliance Atlantique, du plan Marshall et de la reconstruction démocratique de l'Allemagne. Ils avaient vu l'Amérique et ils ne seraient plus jamais les mêmes. Leurs enfants grandiraient dans une Allemagne démocratique alliée aux États-Unis. Un partenariat fondé sur la transformation qui a commencé lorsque 1850 vétérans de l'Africa Corps sont descendus d'un train à Mexia, au Texas, et ont découvert que tout ce qu'ils croyaient était faux. L'histoire du PS allemand en Amérique est en fin de compte une histoire de rédemption par la révélation. Cela prouve que parfois les plus grandes victoires ne sont pas remportées par la destruction mais par la démonstration, non par la propagande, mais par la prospérité, non par la haine, mais par l'humanité. Les soldats allemands qui ont été témoins de la puissance industrielle américaine sont devenus, à leur insu, les ambassadeurs de la démocratie, rapportant dans leur pays les graines d'une transformation qui allait fleurir dans l'une des reconstructions les plus réussies de l'histoire. Leur parcours, de guerriers nazis à citoyens démocrates, demeure l'une des transformations les plus remarquables de l'histoire moderne. Accomplie non pas par la force, mais grâce à la preuve accablante de ce que des peuples libres pouvaient accomplir lorsqu'ils travaillaient ensemble. En fin de compte, c'était l'arme secrète de l'Amérique. Non seulement la capacité de produire plus de chars et d'avions que n'importe quelle nation dans l'histoire, mais aussi la capacité de transformer des ennemis en amis grâce au simple pouvoir de l'exemple. Les PSW allemands ont été stupéfaits par la puissance industrielle américaine, mais, plus important encore, ils en ont été transformés. Et ce changement jette les bases d'un monde meilleur.